Candidats, recruteurs, est-ce que le rapport de force s'est inversé? Ça, c'est un vrai sujet. On est au cœur de l'actualité parce que la crise Covid est passée. On a une pénurie, on le sait, on en parle beaucoup sur ce plateau, une pénurie d'emplois. Et on a des DRH, on a des cabinets de recrutement qui disent tout simplement, dans certains secteurs, on galère. On ne trouve pas chaussure à notre pied. Que s'est-il passé? Pourquoi? Comment expliquer ce phénomène un peu particulier? On va en parler avec mes invités. 3 invités sont avec moi sur le plateau. À ma droite, Amélie Favre-Guittet. Bonjour Amélie. Bonjour. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Vous êtes une habituée de notre émission, cofondatrice de Talent Management. Et souvent, vous nous donnez des conseils très concrets pour préparer le candidat. Vous nous en parlerez de ces candidats. Ils sont de plus en plus exigeants. Et malin, effectivement. Et Nicole Degbo est à ma gauche. Bonjour Nicole, bonjour. Fondatrice de la Cabrique. Et ce livre, Recrutez-vous, la jungle de l'emploi de A à Z, édition La Cabrique. Vous n'êtes pas embêté, vous avez édité votre livre. Oui. Merci d'être avec nous. Et puis Julien Weyrich est avec nous. Je pense que j'ai bien prononcé votre nom de famille. Parfaitement. Directeur senior chez Page Personnel. Alors vous êtes l'un des leaders, si ce n'est le leader de l'intérim et du recrutement spécialisé. Et on va en parler avec vous parce que les choses se compliquent pour tout le monde. D'abord, commençons par le début parce que tout le monde n'est pas d'accord sur ce rapport de force entre le candidat et le recruteur. Amélie, est-ce qu'aujourd'hui les candidats ont pris le pouvoir pour rentrer dans le vif du sujet? Est-ce qu'aujourd'hui les candidats vulgairement font la pluie et le beau temps? En tout cas, ils grignotent un petit peu plus de ce pouvoir. Mais quand on lit des articles sur le sujet, ça fait déjà des années, 10 ans, 15 ans, que tout le monde dit que les candidats prennent un peu plus le pouvoir dans le recrutement. Donc c'est certainement vrai, mais ça va surtout obliger les RH à avoir de meilleures pratiques. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ce phénomène que vous constatez, il est clair, les candidats ont pris un peu le pouvoir, ça réexplore la manière dont on va recruter dans les 5 ans qui viennent. Julien, quel est votre point de vue? Je suis sûr que vous ne le partagez pas, parce que certains disent on est parti sur un trend de long, c'est-à-dire les candidats vont prendre et ont pris le pouvoir. Vous vous dites, restons prudents, c'est peut-être un peu plus compliqué. Oui, c'est un peu plus compliqué. Après, je rejoins quand même Madame sur l'analyse. Les candidats aujourd'hui ont la main, se savent rares, sont rares et se savent rares, on joue et on profite. C'est l'offre et la demande, c'est normal. Donc il faut monter les enchères et les exigences. C'est pas forcément les enchères en fait, c'est 10 cases à cocher. Si seulement 9 cases sont cochées, on ne signe pas, on ne rentre pas. Qu'on soit précis, je vous donne la parole, Nicole Degbo, mais on parle bien de certains secteurs, parce qu'il y a des secteurs qui sont bouchés, je pense à la communication, pour ne pas citer le journalisme, où le rapport de force, objectivement, il est quand même toujours en faveur de celui qui vous embauche. Là, vous parlez de quel secteur? C'est quel secteur où le candidat a la main? Il y a énormément des secteurs de cette nature. Vous prenez le secteur de l'IT, par exemple, ça fait de nombreuses années que le candidat sait pertinemment qu'il a une vraie valeur, et il en profite, il en joue à outrance. Vous prenez le monde de la santé, qui est un monde quand même qui fait l'actualité. Une infirmière aujourd'hui, un médecin a le pouvoir, décide de son mode de travail, chez qui il ou elle a envie de travailler, c'est lui qui fait la loi. Alors Nicole Degbo, vous intervenez vous avez eu une carrière dans un cabinet américain depuis... Oui, deux. J'ai plus de 20 ans d'expérience. 20 ans d'expérience, et vous intervenez sur les problématiques du travail. Oui. On est quoi? On est face à un gros problème là dans ce rapport entre, je dis les recruteurs, mais aussi les DRH qui parfois recrutent en direct et qui se retrouvent vulgairement le bec dans l'eau parce qu'ils trouvent pas, ils n'arrivent pas à trouver le candidat, ou le candidat a trop d'exigences par rapport finalement au poste qui était proposé initialement. Alors, pour moi, en fait, c'est une superposition de sujets avec une cristallisation conjoncturelle sur, on va dire, une vague de départ qui crée une tension, on va dire, dans certains secteurs d'activité. Mais en réalité, le pouvoir a toujours été du côté de certains candidats, du côté de certaines entreprises. Je pense que le rapport de force, par exemple, si on veut aller travailler chez Google, il reste chez Google. Je pense que ça dépend également des secteurs d'activité. Chez L'Oréal aussi? Oui. Oui, non, mais je veux dire, c'est des entreprises où... Chez Netflix. Il y a plus de gens qui sont à l'entrée que de postes proposés. Voilà. Ça dépend. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a des tensions dans le secteur public aussi. Et ça, c'est vraiment nouveau. L'éducation, il y a pas mal de démissions. La santé, pas mal de démissions, etc. Mais si on décortique, en réalité, pour moi, on est dans une crise systémique qui est complexe et protéiforme. Et pour moi, là, ce sujet-là, c'est un début. Mais le rapport de force, moi, j'y crois pas, parce que de toute façon, il y a tellement de sujets qui vont se percuter. Quand on pense, par exemple, à la digitalisation du travail, on voit bien que le rapport de force, il ne va pas durer. Non, parce qu'il y a à peu près 35% des emplois qui vont, dans 10, 15 ans, disparaître. Exactement. Parce qu'ils ont été remplacés par de l'IA, par exemple. Voilà. Il y a la disparition et il va y avoir un problème aussi d'alignement entre... il y a des métiers qui vont disparaître, il y a des métiers qui vont changer et il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître. Et notre sujet, ça va être de savoir quelle est la synchronie entre
les compétences disponibles et les compétences dont le marché aura besoin. Et il y a des compétences qu'on aura en France, il y a des compétences qu'on n'aura pas en France. Donc si on veut affiner un tout petit peu, il faut bien distinguer certains secteurs. Parce que je me rappelle, ayant travaillé sur cette question en histoire, quand j'étais étudiant, il y avait à une époque des ouvriers qui disaient « mais j'avais juste à traverser la route et je changeais d'usine et j'avais un poste où je gagnais 30, 40 francs de plus par jour ou par semaine ». C'est l'histoire de l'offre et de la demande. C'est exactement ça. Ça a toujours existé et ça existe Dans certains secteurs. Oui. Dans certains secteurs. Vous, en talent management, vous êtes physiquement, concrètement confronté à cela? Oui, on le voit sur les recrutements des commerciaux. Aujourd'hui, toutes les entreprises veulent recruter des commerciaux. Donc, c'est un peu la guerre pour l'entreprise qui veut attirer le meilleur commercial. Donc, il y a à la fois le côté où il faut sensibiliser les entreprises sur les critères qu'ils vont mettre en face, sur leurs process de recrutement qui sont parfois beaucoup trop longs. Et de l'autre côté, il faut aussi séduire le candidat pour mettre en avant l'entreprise sans la survendre, sans lui vendre du rêve, pour que justement, il ait envie de se rencontrer. Donc, c'est un jeu de discussion et de négociation entre les deux et nous on est juste au milieu. Mais Julien Vérich, il y a une remise en question du rapport au travail où globalement ça c'est une sorte de vision un peu intello, un peu sociologique. En fait, globalement ça fait... globalement le travail est là, il y a une offre, il y a une demande. Enfin, est-ce qu'il faut être aussi primaire ou est-ce qu'il y a quand même un petit fond de remise en question même du rapport au travail? Oui, sans tomber dans le procès des générations X, Y ou Z qu'on a déjà évoqué ensemble. Mais oui, mais il y a le débat de la génération Z. Hein. Il n'empêche qu'aujourd'hui C'est un faux sujet. Faux sujet. Allez, on passe à autre chose. À la poubelle. C'est un faux sujet et à la fois ce sont des attentes qui sont aussi intéressantes, aussi compliquées qu'avant, mais juste différentes. Il faut juste en fait changer son paradigme, savoir que les attentes qu'on pouvait formuler il y a 10 ou 15 ans ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Et mettre en regard quelque part ce qu'on propose en fonction des attentes. Moi j'aime bien quand on me dit que c'est un faux sujet. Ouais, mais c'est intéressant. Pour le coup, tordons le cou à l'idée. Pourquoi la génération Z serait différente de celle de mes grands-parents qui prenaient un emploi, qui étaient contents? Pourquoi la génération Z, il n'y aurait pas de sujet? Ils sont pas slasheurs. C'est des générations en fait. C'est-à-dire que si on se remet, nous, à nos 20 ans ou à nos 30 ans, on n'avait pas les mêmes envies qu'aujourd'hui, les mêmes besoins qu'aujourd'hui. Donc il y a ça aussi. Il faut se rappeler de, tiens, quand on était étudiant, comment on vivait et comment on pensait le marché de l'emploi, le travail, la vie dans l'entreprise. Et la vie tout court. Mais oui, la vie tout court. Et la vie en général. On avait tous un côté un peu bisounours, où on voulait tout changer, tout transformer. Et les jeunes, ils ont toujours envie de ça, en fait. Mais excusez-moi, quand on traite ce sujet, on l'a déjà traité plusieurs fois sur le plateau, effectivement, le candidat a pris la main, le recruteur est en panique, et en même temps, on a au même moment un pan de notre société qui dit, moi j'ai envoyé 100 CV, je ne trouve pas d'emploi. On m'a pas... Non, mais c'est un autre sujet, mais c'est aussi un rapport entre le candidat et le recruteur, et en fait, ça se croise. Donc en fait, c'est plein de sujets mis bout à bout, cette question-là, du rapport du candidat et du recruteur. Oui, moi je viens de terminer le livre Travailler de James Sussman, et c'est intéressant parce que c'est un regard quasi anthropologique en fait sur la notion de travail. Et en fait, quand on lit, on s'aperçoit que déjà en 93 précisément, dans la révolution industrielle, on questionnait la question du bien-être au travail. Keynes lui-même questionnait la question du rapport au travail. Il se demandait, dans le livre sur la limite de la croissance, à quel moment notre besoin de travailler allait se modifier ou se tarir. Et en fait, on s'aperçoit que ça ne s'arrête jamais, tout simplement parce que la société évolue, qu'il y a des nouveaux besoins qui apparaissent, il y a beaucoup plus d'entreprises. En fait, il y a une offre qui a explosé. Et donc, avec l'offre qui a explosé, il y a des nouveaux métiers qui se créent, il y a des nouveaux besoins qui se créent. Et surtout, l'être humain n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Donc, les jeunes, la génération millénium, elle demande du sens. Mais moi, j'ai pas l'impression que ma génération, on est peut-être de la même génération, moi, j'ai pas l'impression qu'on voulait pas de sens. Je l'espère. J'ai pas l'impression qu'on voulait pas de sens dans notre travail, en fait. C'est juste qu'on l'exprimait d'une autre manière. Eux, ils hurlent, donc on les entend. C'est vrai. Mais nous, on voulait du sens. Ouais, on voulait du sens, mais on l'entend plus aujourd'hui dans cette génération qui dit je veux pas aller dans n'importe quelle boîte, je me plierai pas à n'importe quelle condition. Il y a un peu ce rapport-là quand même, vous les avez ces jeunes. Parce que c'est une génération qui hurle justement beaucoup plus facilement, qui est nombreuse, qui va dans la rue, qui s'expose. Et de l'autre côté, on a notre génération de profils plutôt seniors qui sont tout aussi nombreux, qui ont aussi plein de choses à raconter, mais qui eux vont pas dans la rue et qui vont pas casser des abribus, vont pas manifester et qui ne font que râler un peu sur les réseaux sociaux. C'est une minorité un peu silencieuse. Et pour compléter, c'est une génération qui a accès à l'information. En fait, là où avant on voyait en fait ce qui se passait autour de nous, notre ville, notre village, ils ont 360 là, degrés. 360 degrés. Voilà. C'est la culture du travail aussi, c'est-à-dire qu'avant, il était quasi normal de passer toute sa vie dans une même entreprise. On voit bien par exemple dans la culture de Michelin, et les gens étaient très heureux de rester. Renault à l'époque, Michelin, enfin les grandes entreprises, de génération en génération d'ailleurs. C'est fini.
C'est fini, mais on a quand même plein de jeunes qui rêvent encore de rester longtemps dans la même boîte, en tout cas d'y faire carrière. On a des jeunes qui ont envie de, justement, cette génération se poser, de il y a des bouger, slashers, de faire plein de choses, mais on a encore quand même des jeunes qui ont envie de rester, et quand on leur promet un CDI dans un grand groupe, ils sont les premiers à et même à la limite, ceux qui n'ont pas envie, au bout d'un certain temps, se rendent compte que finalement, là où ils sont bien, ils sont amenés à évoluer, ils grandissent, ils apprennent des choses, ils restent relativement longtemps. Oui, mais la norme, c'est de rester 20 ans dans la même boîte. Ça dépend, en fait, ça dépend de chaque individu, de ses besoins, de ses valeurs, de ses envies, et ça va évoluer d'âge de génération en génération. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis que la norme de la société, de l'époque, n'est plus de rester 20 ans dans la même boîte. Est-ce que ce serait utile aujourd'hui d'avoir cette norme-là ? Ouais, c'est ça, est-ce que ce serait entendable, en fait ? Est-ce que ce serait utile d'avoir cette norme-là aujourd'hui ? Mais d'ailleurs, on nous rabat les oreilles médiatiquement, et nous les premiers, en expliquant qu'on aura 3 à 4 métiers, et alors qu'en fait, il y a des individus qui disent, moi je rentre dans une entreprise et j'y reste. Juste sur les certains secteurs, je voudrais qu'on affine, parce que là on parle candidat et recruteur, c'est très générique finalement, mais il y a des secteurs sous tension aujourd'hui, l'aide à la personne. Et là, commençons à faire l'inverse, parce que vous m'avez dit, bon, ce sujet est sympathique, mais parlons de la manière dont on recrute. On recrute mal. Sur l'aide à la personne, c'est pénurique, on le voit, les EHPAD sont dans l'actualité, mais il n'y a pas que les EHPAD, les maisons de retraite, les hôpitaux, les infirmières. Il n'y a pas de RH, il n'y a pas de stratégie de recrutement. Pour moi, c'est divers sujets. Moi, ce que j'ai remarqué quand je faisais... Il n'est jamais d'accord avec mes questions, Julien, vous avez remarqué. Si, au contraire. Moi, j'ai remarqué que, structurellement, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, les définitions de fonction sont souvent surévaluées. Voilà. Ce que demande, techniquement, sur la fiche administrative... Nous, on ne correspond pas au truc, c'est trop haut, quoi. C'est toujours trop. Bon, ça, c'est un premier point. Et ensuite, il y a un biais d'appréhension en fait de la compétence en France qui est restrictive. Voilà. Et moi je pense que dans différents cas, si jamais on apprenait à regarder la compétence autrement, avec précisément une lecture non linéaire, on trouverait beaucoup plus de solutions qu'on ne le fait aujourd'hui. Et par ailleurs, si on intégrait davantage la diversité, clairement. C'est pour ça que j'évoquais ces CV sans réponse de jeunes qui avaient le bon diplôme mais pas la bonne couleur. Peut-être un mauvais CV et peut-être qu'ils ne savent tout simplement raconter leur histoire. Ou moins jeunes, exactement. Voilà. Peut-être. De la même manière qu'il y a plein d'entreprises qui ne savent absolument pas se raconter. Mais attendez, vous m'avez contredit, j'aime beaucoup la contradiction. Moi, je pensais, alors peut-être que je suis naïf, puisque je ne suis pas l'expert du sujet, mais dans les hôpitaux, dans l'éducation nationale, on l'entend, on manque de RH. Vous dites si, finalement, il y a une stratégie, mais laquelle ? En fait, il y a deux choses. Il y a être conscient qu'il en faut une et avoir la bonne. D'accord. On est plutôt à être conscient qu'il en faut une, là, aujourd'hui. C'est déjà pas mal. C'est déjà un premier pas, en fait. Tant que vous ne savez pas que vous ne faites pas les choses correctement, vous n'allez pas les changer. Donc aujourd'hui, bon nombre de DRH sont très conscients, faute de candidats, faute de recrutement, qu'ils doivent changer quelque part leur mode de recrutement, leur marque employeur, la développer, etc. Même pour un service public. Complètement. Et ça, ils n'y sont pas encore, on n'y est pas encore. Mais ça arrive lentement mais sûrement. Ça se cherche, on essaie des solutions, etc. Mais en tout cas, il y a une vraie prise de conscience. Mais moi, je le trouve très positif parce que honnêtement, je trouve que ça bouge pas beaucoup. Je trouve qu'on a plein de problèmes qu'on aurait pu résoudre depuis plusieurs années qui sont toujours là. Vous avez raison, mais parce qu'en fait, il y a deux mondes. Il y a le monde des RH et puis après, il y a les managers qui recrutent. Le RH, le directeur de recrutement, la directrice du recrutement peut être consciente de tout ça. Si derrière le manager qui recrute ne change pas, encore une fois, ses attentes, sa façon de fonctionner, on arrivera à rien. Moi, j'ai été prof, je n'ai pas été recruté par un manager. Hein. Et je rajoute un troisième pilier, la partie financière. C'est-à-dire que le RH n'a pas la main mise sur le budget de l'entreprise et sur le budget qu'il pourrait faire justement pour améliorer sa com RH en discutant justement avec le manager. Donc pour rééquilibrer dans certains secteurs ce rapport un peu comme ça distordu entre le candidat et le recruteur, vous disiez au début de l'émission, il faut aussi qu'on améliore la manière de recruter. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce que les entreprises, publiques ou privées, doivent faire pour arrêter de se plaindre ? Pour dire, j'ai pas les candidats, je les trouve pas, ça marche pas. C'est le premier élément que j'ai envie de dire, c'est déjà sur la partie process classique, sur l'annonce, l'offre d'emploi qu'ils vont rédiger. Ça, c'est la base. C'est la base, elle est moche, elle est... les trois quarts des annonces qu'on lit, c'est du copier-coller des anciennes annonces. Moi, c'est simple, quand j'ai démarré ma carrière, que je suis arrivée en France et que j'ai commencé dans un grand cabinet de recrutement et que j'ai dû commencer à faire rédiger une annonce, on m'a dit, mais non, mais c'est bon, tu prends celle d'il y a un mois et tu fais un copier-coller. Et du coup, je ne comprenais pas. Et en fait, on se rend compte que, soit dans des entreprises, dans des cabinets ou partout ailleurs, il y en a plein, quand ils doivent republier un besoin d'un manager, ils n'ont pas forcément le temps d'aller écouter le manager, ou le manager n'a pas le temps de remonter l'information RH sur est-ce que son besoin a évolué entre le premier recrutement qui a échoué et maintenant, est-ce qu'il a analysé ça. Donc, ils vont juste reprendre l'ancienne fiche qui date peut-être d'il y a plusieurs mois, voire années. On fait un copier-coller, on le balance. Sauf que c'est super chiant à lire. Et quand c'est chiant à lire, on ne le lit pas. Ça attire pas le regard. Et il y a aussi la novlangue, c'est-à-dire les annonces des startups, on comprend rien.
Ouais, alors après, C'est pas faux. parce qu'elles essayent justement de C'est se des mots, démarquer. C'est des mots creux. En fait, elles essayent d'écrire pour correspondre à une cible. Oui, Et moi, je vois le mais- cas chez les ouais. profils seniors, c'est les 3 quarts du temps, ils me disent, moi, les annonces des startups, j'y réponds pas, parce que quand c'est écrit, reviens rejoindre une entreprise jeune et dynamique, moi, j'ai 50 balais, je réponds pas. Et donc, les Ouais, annonces ça, sont c'est aussi discriminant faites pour ceux qui ont plus de pour 45 ans. ou discriminer 50. un certain Oui, nombre de candidats. mais c'est tendance cool. Et parfois, souvent même, on fait l'impasse sur le contenu. C'est-à-dire, Totalement. quand on les regarde vraiment, On on est à se la dit non, cool. mais en fait, c'est quoi le job? Il y a On Babyfoot, comprend pas ce qu'il y a derrière. il y a Frisch Team, on ne sait pas comment y faire. Et derrière, c'est le problème, si on remonte à la source, c'est le problème qui vient que les RH, la plupart du temps, ne sont pas formés à ça. Quand vous prenez Il y en le a pas. contenu d'un master il y en a RH, pas. on ne parle pas recrutement, ou très peu. Julien, vous faites quoi, vous, pour donner des conseils à vos clients chez Page Personnel? C'est quoi? Parce que vous êtes, vous, entre deux cymbales. Vous avez besoin de trouver les candidats, parce que le client vous paye, quand même, il faut le dire. Et de l'autre, vous avez un client à qui vous dites ouais, mais là, c'est normal que ça ne colle pas entre le candidat et le recruteur, parce que vous vous y prenez mal. C'est compliqué, votre position, là. Je vous confirme. Après, C'est vrai. Ouais, Mais je vois Amélie qui rit Totalement. parce que c'est son boulot au quotidien. Ouais, moi, de je- dire à ses clients... les clasher, les clients. Éduquer, évangéliser, ça fait partie effectivement du métier. Après, il y a un bon moyen aujourd'hui, c'est de demander à nos clients quels sont les éléments que vous mettez en avant, comment vous vendriez le poste. Expliquez-nous ce qui va vous différencier de vos petits camarades, de vos petits concurrents. Et là, en fait, quand on liste un peu les choses, on se rend compte que les avantages sont les mêmes qu'ailleurs. Donc, si les avantages sont les mêmes, il faut un élément différenciant. Donc dites-nous ou mettez en place quelque chose qui sort du lot, qui vous sort du lot. Rémunération, localisation, baby-foot, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà. Enfin, c'est un élément. On est passé au ping-pong maintenant. Pour moi, c'est raconter une histoire. Posez-vous les questions. histoire. Voilà, il y a un storytelling en tout cas réalisé. Posez-vous les questions. Pourquoi un candidat viendrait chez vous? Mais attendez, excusez-moi de revenir à des choses très concrètes. On avait un invité il y a quelques jours qui nous parlait de la réalité des EHPAD et du personnel qui manquait. Enfin, la marque employeur sur un EHPAD ou du nettoyage industriel pour des grandes sociétés de nettoyage, enfin, vous pouvez les faire rêver avec une belle annonce. Maintenant, la Ça raison reste- d'être. La raison La d'être. raison d'être Non, mais de l'EHPAD, j'essaie elle est de. fondamentale. Est-ce qu'on recrute bien dans les EHPAD? C'est un autre sujet. Non, mais c'est la question que je pose. On ne trouve pas, les salaires sont bas. Et globalement, la personne se dit, je vais quand même faire un métier qui est très difficile, qui est extrêmement difficile. Oui, mais moi je pense que les critères, par exemple, sont totalement inadaptés. Pourquoi? Mais parce que quand on regarde concrètement le métier, les différents métiers qui existent dans de l'EHPAD, ce que révèle l'affaire Orpea, c'est qu'il y a un manque total d'humains. Voilà, dans certains EHPAD, pas tous bien sûr. Et il y a plein d'auxiliaires de vie, par exemple, qui travaillent dans le privé ou qui travaillent de manière très précaire, en réalité qu'on pourrait recruter à temps plein ou à temps partiel pour compenser le manque de certaines compétences en interne. Vous voyez que l'argument de la qualité de l'annonce pour des emplois peu qualifiés sur des salaires assez bas, c'est pas la stratégie d'un recrutement d'un cadre de la tech. Ça touche le savoir-être de la personne, le côté. Ce que j'ai bien aimé quand vous avez dit, c'est qu'est-ce qui vous différencie. Moi, souvent, mes clients, je leur demande, quand j'ai le manager, je lui dis, mais vous, pourquoi vous continuez à bosser pour cette boîte? Qu'est-ce qui vous plaît dans votre job et dans la boîte? Et en fait, c'est là où des fois, on arrive à révéler il sort un quelque élément. chose. Alors, soit on comprend qu'il a plutôt envie de se barrer dans pas longtemps, lui aussi, soit ça révèle qu'il Il pose le masque, il vous dit, moi je suis au bout et je vais me barrer. Voilà. Et soit au contraire, il nous dit, moi je m'éclate pour telle et telle raison, j'adore ma boîte pour telle et telle raison, et ça peut être des éléments qu'on peut mettre en avant. Mais- Ça m'est déjà arrivé d'avoir un dirigeant qui cherchait un DG, qui cherchait un directeur du développement pour son COMEX, qui lance la chasse et qui, 3 semaines plus tard, J'adore qu'il lance la chasse, on a l'impression qu'il est sur un cheval avec voilà, avec un m'appelle fusil. pour me dire je veux changer. J'ai eu un problème éthique, on a arrêté. Donc on change, je veux plus de recrutement. Non, je veux partir. Recrutez pour moi, mais je vous annonce que je veux partir. Ah non, moi je ne sais pas faire ça. Donc vous recrutiez quelqu'un, vous le demandez, mais cette personne elle-même voulait s'en aller. Oui. Ouais. Et vous êtes allé au bout de l'histoire ou pas? On a arrêté. Mais- Problème éthique. Pour essayer d'y voir clair sur cette question du recrutement, on est dans un trend de cours, vous dites on va repartir à un marché où les choses vont se rééquilibrer, ou est-ce qu'on est dans une tendance lourde, pour qu'on y voit clair, sur ce rapport un peu déséquilibré entre candidats et recruteurs? Julien, C'est une vraie tendance et ça va durer quelques années. donc quelques années. Quelques années. Soit subitement, on arrive à créer 150 000 infirmières C'est qui arrivent sur impossible. le marché. C'est impossible. C'est impossible. Bien sûr. Soit on arrive tout d'un coup à cloner 100 000 ingénieurs en informatique. On n'a pas. On n'arrivera pas. Donc en fait, il y a un problème de formation à la base. Il faut que les écoles
les instituts, etc., se mobilisent pour former un peu plus. Et dans le temps, ça ira mieux. Mais pour l'instant, ça va durer encore quelques temps. Vous avez évoqué la diversité, hein, Nicole, c'est important parce qu'il y a aussi un débat dans la manière dont l'entreprise s'ouvre à toute la diversité. Alors, il y a un travail énorme qui a été fait sur l'égalité homme-femme. On a beaucoup avancé dans les COMEX. Mais ça n'est qu'un critère. Mais ce n'est qu'un critère. Là aussi, vous avez un rôle, vous, d'aiguillon, en disant à votre client, élargissez, soyez beaucoup plus ouverts. Et même la politique migratoire du pays. Qui est un sujet qui est sur la table aujourd'hui du gouvernement. Stratégique. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous leur dites à vos clients? Parce que c'est vrai que c'est aussi une manière de leur dire, tu peux aussi réduire tes problèmes de recrutement en étant un peu plus ouvert. Pour le coup, Amélie. chez nous, c'est assez. Quand le client il vient, il le sait parce que je suis très engagée sur la cause des profils seniors. Donc, forcément, le client qui vient pour du recrutement. Il sait où il met les pieds. Voilà, il sait où il met les pieds. Et s'il me dit non, moi je veux pas de vieux, ça me coûte trop cher, forcément, ça va mal se passer. Vous vous énervez? Je peux m'énerver. Non, mais vous le recadrez. Oui, je le recadre direct, totalement. Et en plus, c'est un faux argument, ça. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette question de qui résoudrait un problème aussi de la pénurie de main-d'œuvre, parce qu'il faut s'ouvrir, il faut être beaucoup plus divers. Voilà, il faut s'ouvrir, il faut ouvrir ses chakras, ça c'est indispensable. Important. C'est important. Il faut savoir quand même que qui peut se targuer aujourd'hui de ne jamais rater un recrutement? Même si on a face à soi le candidat où on se dit c'est l'homme, c'est la femme de la situation, j'en suis sûr à 100%, qui peut se targuer que ce soit vraiment le cas? Donc dans tous les cas, recruter c'est éliminer c'est choisir, et donc c'est prendre un risque. Donc c'est un déséquilibre total, tout le temps, il faut prendre des risques. Et c'est faire un vrai travail aussi sur la compréhension du besoin. Il y a plein de gens qui recrutent sans comprendre leurs besoins. Ça, c'est la base. Des clients C'est la base du recrutement. pas à établir pourquoi donc s'ils ne comprennent pas le besoin, forcément la définition de fonction à ce point-là. Quand on recrute, on a besoin de quelqu'un parce qu'il nous manque. Juste quelqu'un a démissionné, quelqu'un est parti. D'accord, là c'est mécanique. Et là, du coup, je dois absolument recruter ou j'ai un nouveau marché qui vient de s'ouvrir, il faut que je. Il n'y a pas de réflexion approfondie. Il n'y a pas la réflexion stratégique. Pas toujours la réflexion stratégique. Et puis parfois, il y a même divergence entre les RH et les opérationnels. Et si ce déséquilibre entre le candidat et le recruteur, qui est le thème de l'émission, permettait peut-être de faire monter les salaires? Parce qu'il y a un grand débat sur le pouvoir d'achat, il y a un gros débat sur l'augmentation des salaires qui sont bas dans beaucoup de secteurs. La restauration a fait un effort, les transports sont en négociation. Est-ce que vous y croyez à ça? Est-ce que finalement le rapport du candidat face au recruteur, c'est de lui dire aussi, il y a le sens, mais il faut aussi penser à m'augmenter? Alors, moi, je ne sais pas si c'est iconoclaste, mais en tous les cas, moi j'ai une position qui est un peu différente sur la question du salaire. C'est-à-dire que moi, je crois qu'en France, en fait, on a pérennisé des fonctions d'appoint comme des fonctions de vie. Voilà. Moi, je pense que le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on s'organise pour faire évoluer les gens dans leur carrière. C'est ça. Voilà. Moi, j'arrive pas à comprendre que des personnes exercent le même métier toute leur vie. Voilà. Donc, soit au SMIC, si le métier correspond au SMIC, donc les personnes, elles vont être au SMIC toute leur vie. Augmenter mécaniquement par l'ancienneté. Voilà, donc c'est tous les 3 ans, tous les 4 ans, tous les 5 ans maximum. Certains ne souhaitent pas évoluer non plus. Enfin, je sais pas, peut-être. Jamais. Il y a des gens qui disent, je suis bien dans mon job. Jamais. Pour moi, ça n'existe pas, ça, jamais. Vous n'y croyez pas? Non. Pour moi, quelqu'un qui dit, je suis bien là où je suis, je veux absolument pas évoluer, c'est, de mon point de vue, quelqu'un qui, à mon avis, ne connaît pas son champ des possibles. Et il y a beaucoup de gens qui ne se connaissent pas. Ça veut dire que si on l'interrogeait avec un peu de finesse et qu'on l'encourageait, vous dites, même si celui qui dit je veux rester, il aimerait bien progresser. Si on lui montrait son potentiel, c'est ça. Et qu'on lui démontrait de manière extrêmement objective ce à quoi il peut prétendre avec ses compétences découvertes, moi je pense que beaucoup de gens voudraient évoluer. Bah oui. Mais je repose ma question. Moi je le constate dans le cadre de mon métier. J'entends votre argument qui est de dire après tout il faut faire grandir les gens dans l'entreprise, pas les laisser partir ou s'user. Est-ce que ça peut aussi, ce rapport candidat-recruteur, améliorer le niveau des salaires? Ou pas? Parce que les EHPAD aujourd'hui ont besoin. C'est une évidence. Ça peut, mais ça va dépendre des fonctions, ça va dépendre des formations, ça va dépendre également des entreprises. En fonction, quelque part, du business de l'entreprise et des marges dégagées, c'est plus facile de renier un peu sur sa marge, et compenser les salaires. Quand vous êtes sur des marges qui sont déjà très très fines, vous parliez tout à l'heure de l'agroalimentaire, de la grande distribution, etc. Les marges sont fines, donc aujourd'hui, relever tout le monde, c'est forcément compliqué. La restauration, ils ont fait un effort, puisqu'il y a eu un 9%. Et encore qu'à Paris, d'ailleurs, on avait les chiffres, les salaires n'étaient pas si bas que cela. Mais la grande distrib, le nettoyage, l'aide à la personne, qui sont quand même des secteurs, le transport, qui sont en égo. Qu'est-ce que vous en pensez, Amélie? Est-ce que le candidat n'est pas en train d'être aussi un homme politique, enfin en tout cas un syndicaliste sans le dire, et qui ferait monter mécaniquement les salaires? Alors il va peut-être faire monter mécaniquement les salaires, mais après c'est toujours d'où vient l'argent. L'argent vient de l'entreprise et donc des résultats, donc on en revient à ce qu'on en revient aux marges. Aux marges. Après, s'il y arrive, l'intérêt c'est que ça va servir non pas à la personne qui est peut-être qui s'est mobilisée pour faire augmenter, mais peut-être pour les candidats suivants. C'est vrai. En fait,
ça va prendre du temps. Donc on lance une campagne de recrutement, l'entreprise va définir un salaire qui est peut-être un peu bas. On lui a dit que ça allait être compliqué, que c'était trop bas. Bon, il veut quand même essayer. On lui présente des candidats. Et on sait que les candidats sont un petit peu Vous plus l'avez chers. prévenu, hein. Attention, Voilà. là, il est bas, votre salaire. Hein. Votre salaire est bas et quand on présente des candidats, on présente des candidats qui sont un peu plus chers en disant, bah voyez, ceux-là, ils sont très bien, vous les trouvez top, hein, Mais- regardez, ils sont un peu plus chers. Ouais, c'est terrible. C'est Donc, comme une il dit non, voiture, il quoi. dit non, C'est- il C'est dit bien, non. mais c'est plus cher. Voilà. Ouais. Et sauf que peut-être au bout du 3e ou 4e non, bah, finalement, ça va réfléchir dans sa tête, il va se Et il dire, va bon, augmenter. bah, peut-être que je vais augmenter, mais ça va servir au 4e candidat qui va se Parce pointer que les à ce 4 moment-là. premiers ont été éliminés parce que, Parce que dès ils lors que n'étaient pas dans dans la les tête clous. du client, ça a été éliminé, il ne veut pas Et revenir plus dessus. qu'éliminés, ils auront trouvé ailleurs Ils avant, ont- seuls comme des grands. Juste avant de nous quitter, il reste peu de temps, mais c'est quand même au-delà de la problématique qu'on soulève aujourd'hui dans le débat, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les cabinets de recrutement parce que vous n'arrêtez pas de travailler en ce moment. Tout à fait. C'est une bonne On est nouvelle d'accord. pour nous, pour les entreprises, pour les candidats déjà en premier lieu. Bah ouais. C'est une bonne nouvelle, mais il faut aussi qu'ils soient à l'aise pour arriver à négocier ça, que ce soit négocier des avantages, négocier un salaire, Donc, aller au culot pour postuler. Donc c'est plein de choses qui doivent évoluer, comme le fait de mettre le salaire sur une annonce. c'est un mal pour un bien, comme dit l'expression marquée au coin du bon sens. C'est vrai, votre Ouais, activité oui. cartonne. Vous êtes la tête dans le guidon à devoir répondre aux exigences de vos clients, Oui, tout à fait. même si les candidats ont pris un peu la main. Un peu. Non, vous êtes toujours très modéré. Hein, Oui, Julien. non, ils ont pris un petit peu la main, effectivement. Ouais, mais après, encore une fois, un candidat d'aujourd'hui est un candidat d'hier ou d'avant-hier, avec Ouais. des attentes un peu différentes. S'il est intelligent, s'il a envie de travailler, si l'entreprise l'intéresse, il signera quand même. Oui. Il signera quand même. Pour moi, il y a un sujet d'employabilité qu'il faut absolument vous pas souleviez tout à l'heure. minorer. Oui, Ça- mais ça va être le sujet d'avenir. C'est-à-dire derrière l'employabilité, il y a la notion d'utilité. Et c'est ce qui va départager les candidats demain. C'est-à-dire la capacité, pour le dire simplement, leur capacité de se transformer au cours de leur carrière Et- pour ne pas arriver dans une impasse ou une voie sans de issue, rester c'est ça. employable. Et de Ah, rester c'est ce que dit employable. Harari. Le monde demain, enfin après-demain, va se diviser entre les utiles et les inutiles. Donc là, c'est un peu la fête, mais ça va pas durer. C'est angoissant, hein, ce que vous dites. Mais c'est la réalité. C'est ce qu'effectivement. Je viens de terminer Ah. Le Monde en 2040, le rapport de la CIA. C'est fascinant. J'ai commencé à le feuilleter. Effectivement, Ah. c'est souvent des rapports qui nous ouvrent Prospective. énormément les yeux sur Voilà. le monde du travail, Exactement. les questions de défense. C'est un rapport Et c'est essentiel. ouvrir les candidats là-dessus, sur ce fameux monde du travail, de Exactement. leur apprendre que chercher un emploi ou aller en entretien, c'est pas l'inquisition. On est là pour signer un contrat de travail. Un contrat de travail, c'est un contrat marchand, d'égal à égal. C'est ça. Et que ça, il faut arriver à en prendre conscience et arrêter de parler de questions pièges en entretien. Il n'y a pas de questions pièges en entretien, on en Voilà. a déjà Oui, parlé. Mais ça va. Voilà. Je Il y a des questions tordues, en Je sentais revanche. qu'Amélie il y a était des questions énervée. tordues, mais elles peuvent être des deux côtés. On est C'est vrai. d'égal à égal en entretien. Et Ça, pour c'est ça, des- il faut vraiment le comprendre. Non, mais si vous voulez travailler chez les GAFA, vous passez à la boulinette d'un certain nombre de questions atypiques. Oui, mais on le sait dans ces cas-là et on se prépare Oui. en fait. Ou on n'y va pas. Oui, Merci. exactement. Ou on ne va pas chez dans les GAFA. C'est ça. Merci Amélie Fabre-Guittet. Ne vous énervez pas, c'est souvent un sujet de chronique chez Amélie. Il n'y a pas de questions pièges. Cofondatrice de Talent Management. Et il y a du travail en ce moment dans le recrutement, évidemment, on vient de le dire. Merci à Nicole Degbeau d'être venue sur le plateau, Avec fondatrice plaisir. de la Cabrique et ce livre Recrutez-vous. Et puis toutes les références littéraires que vous nous avez données, passionnantes. Et ce rapport de la CIA 2040, en effet, à lire. Absolument. Et Julien Weyrich, je ne sais pas si vous avez lu le rapport de la CIA 2040. Pas encore. Pas encore, mais vous allez le faire, directeur Exactement. senior chez Page Personnel. On parle d'un sujet qui va vous intéresser dans le recrutement, c'est le langage non verbal. Bah oui, ça c'est un truc que donnent comme conseil les recruteurs. Le savoir-être, on en parle, c'est tout de suite. C'est très important.